si on est capable de faire des régiments orthodoxes qui permettent de garantir qu'une personne rentre orthodoxe et sorte orthodoxe, nous sommes, nous, la majorité des Haridim, pour une solution que les personnes qui n'étudient pas vraiment fassent la grande mitzvah de sacrifier 2 ou 3 ans de leur vie et faire les milouim pour protéger le peuple d'Israël, ce qui est une immense mitzvah. Eh bien voilà, il est 8h et un peu plus que de 9 minutes sur Radio Kalita. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Raphaël Sadine. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel et tous les auditeurs, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes Rosh Kollel, en particulier du Kollel de Terry et Jean de Ginsburg à Jérusalem. Et avec vous, je voudrais que, bien entendu, l'on parle aujourd'hui de cette grande manifestation qui va se tenir aujourd'hui à l'entrée de la ville. On appelle ça, du côté du monde orthodoxe, la manifestation du million. Il y aurait au moins plusieurs centaines de milliers de manifestants du mouvement orthodoxe qui vont se rassembler pour protester. Et la question que je voudrais vous poser, c'est quel est le but? Officiellement, c'est pas une manifestation, c'est une atzeret. Ça veut dire que c'est une sorte de prière collective. D'ailleurs, on va dire la bracha chacham harazim. C'est le peuple religieux, on va dire, va se réunir pour être ensemble et prier, implorer Dieu de vraiment ce qui est senti comme une menace du monde de la Torah. Voilà, et c'est bien entendu politiquement, dans une démocratie, tout le monde a le droit de manifester, même les Haridim, je pense. Hein. Bien donc entendu. C'est une manifestation pour mettre en alerte contre le danger du monde de la Torah que représentent ces tentatives de guillousse sans consentement avec le monde religieux. Alors justement, je voudrais avec vous avoir essayé de rentrer un peu dans le vif du débat aujourd'hui. On est après 2 ans de guerre. La réalité, elle a changé dans la société israélienne. Tout le monde en est conscient. Et le sentiment, on va dire, général, c'est que le monde orthodoxe n'a pas bougé d'un iota par rapport à son positionnement, dans son engagement, on va dire, autour dans cette société israélienne, en particulier par rapport à l'enjeu de la sécurité, l'enjeu sécuritaire, qui est évident aujourd'hui. Il ne faut pas être particulièrement bien informé pour savoir qu'il y a des centaines de milliers de réservistes qui ont effectué, ou en tout cas on va dire des dizaines de milliers de réservistes qui ont effectué plusieurs centaines de jours de service militaire pendant ces deux années de guerre, et que il y a une demande qui est légitime de la part de la société israélienne d'un partage du fardeau, y compris avec des orthodoxes. Alors, je vous pose la question, pourquoi finalement ne pas trouver un modus vivendi sur cette question-là, sur le fait, par exemple, que tous les orthodoxes qui n'étudient pas sérieusement, et ça c'est facile à remarquer, on peut les voir facilement à l'extérieur des yeshivot, tous les élèves orthodoxes qui n'étudient pas facilement, qui n'étudient pas sérieusement, eh bien, qu'ils s'enrôlent dans l'armée israélienne. Pourquoi cela? Oui, alors écoutez, on va être d'accord sur ça, sur les principes. Le problème, vous savez, le diable est dans les détails. C'est comment, sur les principes, on est ce que vous avez dit, si vous limitez l'engagement des orthodoxes à ceux qui n'étudient pas, moi personnellement, et pas que moi, je suis entièrement d'accord. Mais écoutez, il faut avant tout... Mais les rabbins qui sont... En fait, qui sont ceux qui décident laissez-moi aujourd'hui. Juste pour éclaircir, parce que la situation est confuse. Vous avez dit une chose, il y a plusieurs niveaux. D'un point de vue moral, quand vous me dites, par exemple, qu'effectivement, des gens ont plusieurs centaines de jours, et que le partage du fardeau est une nécessité, on va dire, morale, évidente. Et donc, on doit y répondre, on doit trouver une réponse à cela. Mais on oublie d'autres dimensions qu'il faut absolument... Israël est incapable d'avoir un vrai dialogue sur ce sujet. On a d'un côté, on a des côtés extrêmes qui ne font que s'insulter et qui ne se comprennent absolument pas. Alors prenons 5 minutes pour essayer de comprendre le fond, si vous voulez bien. Là, il y a trois niveaux, on va dire. Et avant de parler des 3 niveaux, dans le monde orthodoxe lui-même, vous avez 3, on va dire, parties ou trois tendances. Hein. Vous avez une tendance qui existe, qu'il ne faut pas nier, qui représente à peu près 5 à 10% du monde haredi, du monde religieux, qui ne veut pas en entendre parler de l'armée et qui disent que l'armée est une machine d'assimilation, de sécularisation, de profanation des juifs religieux, et qu'un juif religieux qui rentre dans l'armée ressort, ou demi-religieux ou pas religieux, donc on n'envoie personne armé, point barre. Ça, c'est une vue qui représente à peu près 10% du monde haredi.
Vous avez à l'autre extrême à peu près 10% aussi, 15% qui sont complètement favorables à l'armée, qui font l'armée. Vous avez des régiments aujourd'hui orthodoxes, faut pas non plus l'oublier, et qui sont dans un engagement comme de partager ce qu'on appelle le fardeau. Et vous avez la grande majorité au milieu, entre 75 et 80%, dont moi-même je fais partie, qui pensent la chose suivante, qui disent, effectivement, il y a un problème moral. On peut pas rester à fumer des cigarettes, et même en étudiant partiellement, et laisser les autres se faire tuer. Alors il faut participer d'une certaine façon. Et ceux qui étudient vraiment, non. Ceux qui étudient pas vraiment, oui. Pourquoi? Parce que quand vous parlez d'une réalité, je peux vous ramener une réalité plus historique. Nous sommes ici, le peuple juif, là depuis 3500 ans. Des peuples ou des civilisations comme les Romains, les Grecs, les Perses étaient infiniment plus puissants d'un point de vue militaire. Ils ont disparu. Et nous sommes toujours là. Pourquoi? Le secret, c'est pas juste un miracle. Le secret, c'est que la Torah est la garantie de la pérennité du peuple d'Israël. C'est ça sa vraie sécurité. C'est ça sa vraie protection. Mais personne ne dit... Attends, attendez, je finis après je vous laisse parler. Je voudrais juste que ça soit clair. La vraie protection du peuple d'Israël, absolue à long terme, c'est le comète de gens qui étudient la Torah à fond. C'est ça qui protège Israël. Pas les canons, les canons les avons bien sûr aussi, mais c'est en dernière instance, en première instance, fondamentalement à long terme, ce qui permet au peuple d'Israël d'exister, ce qui permettra à l'État d'Israël de perdurer, c'est si on a le respect de ceux qui étudient la Torah, qu'on leur donne même le caractère sacré de cette étude et qu'on la protège selon la loi et d'un point de vue social et épistémologique. Si on ne le fait pas, nous allons à la perte, il faut le savoir, à la perte du peuple d'Israël et à la perte de l'État d'Israël. Alors après, maintenant, effectivement, tout est dans les détails. Alors oui, dans les détails, mais je vais vous donner un détail, voilà. C'est-à-dire, il y a des gens, et on en a vu... On a vu un extrait de cette polémique au début de la semaine avec des propos assez virulents du grand rabbin Yitzhak Yosef. Il y a dans la société israélienne des gens qui étudient la Torah, qui sont dans des yeshivot, mais qui, depuis le 7 octobre, et même par principe, eh bien, ont fermé leur Gemara pour aller combattre. Et des gens qui sont morts au combat, qui étaient des tzadikim, vous pouvez le reconnaître d'une certaine manière. Il y a des gens qui étudiaient la Torah. Je pense par exemple au fils du Rav Tamir Granot, je pense au fils de notre ami Lali Deré, qui étaient des gens qui étudiaient la Torah toute la journée, qui même l'une des dernières photos de Saadia Deré à Gaza, on le voit en talit, filine, en train d'étudier la Torah. Comment vous expliquez qu'on ne puisse pas concilier les deux dans le monde orthodoxe? Oui, ça c'est une bonne question, et je tiens à préciser que j'ai une admiration énorme pour ces personnes qui sont capables d'étudier et de faire l'armée en même temps. Et je considère que ce sont des héros d'Israël et des personnes merveilleuses pour qui j'ai une grande admiration. Cependant, idéologiquement, ou plutôt métaphysiquement, et il y a des textes à l'appui. Il faut qu'une personne, qu'il y ait aussi, il peut y avoir des personnes qui font l'armée, qui étudient la Torah, c'est très bien. Un de mes avraires qui me dirait, écoutez, je sens pas que j'étudie assez bien pour me permettre de pas faire l'armée, et je voudrais étudier à faire l'armée, je lui dirais, vas-y, je l'encouragerais même, il n'y aurait aucun problème. Mais il faut aussi de votre côté que vous compreniez deux choses. C'est qu'il y a une valeur militaire, sécuritaire, d'une personne qui étudie vraiment la Torah à 8-10 heures par jour, à un niveau énorme, et ce niveau énorme n'est pas possible si on fait aussi l'armée, et il faut qu'un comète, ça veut dire qu'une certaine minorité... Mais vous dites bien un comète, c'est une partie, c'est ce que... Le comète, c'est une partie du moment que c'est réel. Mais oui, mais... Ça peut être 1%, ça peut être 50%. Oui, mais dites-moi, la main sur le cœur, Rav Sadim. Oui. Lorsque vous savez bien ce qui se passe dans les yeshivot, il y a effectivement, dans chaque yeshiva, il y a des tzadikim, des gens, des avrechim qui sont assidus dans leur étude de la Torah, qui sont véritablement des gens... qui méritent le titre de tzadikim, qui se sacrifient, qui vivent dans l'abstinence. Et tout. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont là pour faire de la figuration. Je sais pas si ça, vous savez, on dit ça beaucoup dans les médias. Moi, je connais très bien le monde des yeshivot et le monde des avrechim. C'est pas du tout si simple. La plupart des gens étudient très bien. Qu'il y ait des gens qui en plus c'est même pas qui font de la figuration, c'est des gens qui n'ont pas la force d'étudier, qui restent dans un système parce qu'ils sont nés dans le système. Eux, effectivement, il faut trouver une solution, créer des régiments
qui puisse permettre à un religieux de rentrer religieux dans l'armée et sortir religieux dans l'armée. Vous savez qu'aujourd'hui, l'armée lui-même... Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe aujourd'hui concrètement. Partiellement et très partiellement. Mais contre l'avis des partis orthodoxes... Le dernier rapport qui a été fait par le colonel Arad, il dit que l'armée n'a pas tenu ses engagements par rapport à Haridim. Mais ça, au niveau du principe, oui. Si on est capable de créer des régiments, on a commencé à le faire, vous avez raison, il y a des régiments orthodoxes. Si on est capable de faire des régiments orthodoxes qui permettent de garantir qu'une personne rentre orthodoxe et sorte orthodoxe, nous sommes, nous, la majorité des Haridim, pour une solution que les personnes qui n'étudient pas vraiment fassent la grande mitzvah de sacrifier 2 ou 3 ans de leur vie et faire les milouim pour protéger le peuple d'Israël, ce qui est une immense mitzvah. Ceci dit, si on touche, et c'est ça la confusion, c'est que les politiciens de gauche ou de droite d'ailleurs, tant qu'ils ne feront pas le distinguo absolu, ils n'avaient pas en vérité de haridi, de orthodoxe ou pas orthodoxe. Si on ne sacralise pas la position de celui qui étudie la Torah vraiment, on va arriver à rien. On va arriver à des réactions en face. Vous voulez détruire la Torah, personne ne fera l'armée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un échange intelligent, oui, de reconnaître 2 choses, comme nous l'avons maintenant, de reconnaître 2 choses. De dire, le peuple d'Israël, dans sa tradition, dans sa spiritualité, dans son essence, qui a été oublié à cause de la profanation, à cause de la sécularisation, à cause de la chilonisation, si vous voulez, de la société israélienne. Nous sommes le peuple dont le cœur battant, l'essence, dépend de l'étude de la Torah. Si vous enlevez l'étude de la Torah du peuple d'Israël, au bout de 100 ans, il n'y aura plus de peuple d'Israël. Ça, c'est notre vérité historique métaphysique. Que les Téléviviens, lesquels ne veulent plus le voir, et qu'ils vivent dans l'illusion d'une pérennité naturelle et matérialiste, c'est une bêtise, puisque l'histoire nous prouve depuis 3500 ans que quand le peuple juif trahit son alliance à Dieu, il amène sur lui des catastrophes, et quand il est fidèle à l'alliance, c'est la protection de Dieu qui est assurée. Je suis d'accord. Oui. Laissez-moi juste dire, j'en ai pour 1 minute. Si on reconnaît ça, et qu'à côté on dit oui d'accord, ça c'est très bien, mais ceux qui n'étudient pas vraiment et qui profitent de l'idée de l'étude de la Torah pour ne pas faire l'armée, c'est pas possible. Alors là, on est d'accord, et il faut créer des régiments, encore une fois, qui permettent à un religieux de rentrer religieux et sortir religieux de l'armée. Si on dirait ça, on trouverait la solution demain. Mais pourquoi? Mais non. Que les représentations de la gauche laïque en Israël ont tout intérêt d'un point de vue électoral d'alimenter le débat, de le salir pour proposer des solutions qui n'en sont pas, pour que le débat continue et pour que personne s'engage dans l'armée afin d'assurer un électorat. Mais concrètement, Rav Saadine, la proposition de loi. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Oui. La proposition de loi, le projet de loi qui avait été préparé par Yuli Edelstein et même le projet de loi qui est en train d'être préparé par Boaz Bismuth, justement, il stipule qu'une partie des élèves des yeshivot viendrait renforcer le fardeau sécuritaire. Pas tout le monde. Personne ne dit que tout le monde va renforcer. Or, le sentiment que l'on a, c'est que d'abord les partis orthodoxes, tous les partis orthodoxes, disent non à tout, non à toute solution de compromis qui pourrait permettre. Et on n'a pas le sentiment que d'entendre de la bouche, par exemple, des rabbins qui sont les décisionnaires, de dire oui, on va donner des ordres aux politiques pour que ceux qui n'étudient pas la Torah, aillent à l'armée. On n'entend pas ce message. On entend un message. Comment vous pouvez dire une chose pareille alors que le projet de but de M. Bismuth, du Knesset, du député Bismuth, est approuvé par les Gdolim et par les mouvements, par les partis orthodoxes à la Knesset et est désapprouvé par l'opposition. Je ne sais pas où vous tirez vos informations, mais par exemple, le projet de loi de Bismuth est pour le moment à gros ailleurs, il y a des petits détails encore qu'il faut résoudre, est approuvé par les partis religieux dans la Knesset avec derrière l'accord des Gdolim. Et ceux qui critiquent écoutez autour de vous, qui critiquent ce projet de loi et qui dit que c'est pas un projet de loi de tour, c'est la gauche ou une partie de la droite, c'est pas du tout les religieux. Donc là, il faut pas non plus travestir la réalité politique israélienne. Malheureusement, encore une fois, le projet Bismuth qui effectivement qui est pas mal. Il y a encore des petits détails à voir au niveau des sanctions, mais au niveau du principe.
que celui qui étudie vraiment, non seulement on laisse tranquille, mais on lui donne aussi une place de respect dans la société israélienne. Et celui qui étudie pas fasse l'armée dans un cadre religieux, c'est le principe qui a été accepté par le 80% des Haridim et par les partis politiques orthodoxes. Ceux qui critiquent ce principe, c'est qui? C'est la gauche laïque, c'est pas les religieux. Donc il faut arrêter de mélanger les choses. Pourquoi finalement, je crois que j'ai dû vous poser cette question dans une autre de nos discussions, on ne va pas, le monde orthodoxe ne va pas par l'absurde, parce que finalement, si le monde orthodoxe disait oui, nous sommes prêts à enrôler tous les élèves des yeshivot, avec certaines conditions, leur possibilité d'étudier tous les jours, on va dire 4 ou 5 heures par jour, des kashruyot qui sont adaptés à chacun des mouvements orthodoxes. Finalement, c'est l'armée, elle, qui se retrouverait dans une situation difficile. Et d'ailleurs, il y a des rabbins du sionisme religieux qui disent oui, mettons l'armée, confrontons l'armée avec sa propre idéologie, à savoir, voilà, oui, nous sommes prêts. Pourquoi finalement on n'ose pas ce genre de stratégie? C'est une stratégie que vous pouvez proposer au Gdolim, pourquoi pas. Mais je pense qu'il ne faut pas jouer des jeux. Je pense qu'il est très important d'expliquer aux gens, parce que d'un côté, il faut sortir de la démagogie et du manichéisme. D'un côté, vous avez des religieux qui considèrent que l'État d'Israël et les laïcs veulent laïciser tous les religieux en les mettant dans l'armée. D'un autre côté, les autres considèrent qu'il y a des gros glandeurs qui veulent continuer à fumer leurs cigarettes en rigolant au lieu de se prendre... Il faut arrêter avec ces clichés qui sont mensongers. Ce qui est avant tout, c'est que vous avez l'histoire. Et l'histoire, c'est que le peuple d'Israël, le monde orthodoxe et l'identité juive qui a perduré pendant 3000 ans, 2000 ans en exil et pendant 3000 ans, et qui est la mémoire, si vous préférez, spirituelle du peuple d'Israël, qui à un moment donné est rentré dans cette histoire politique extraordinaire qu'est le sionisme, qui a été à un moment l'instauration d'un État avec des règles. Je comprends très bien que d'un point de vue laïque, on dise c'est une position religieuse ne peut pas vous prendre pas tour de l'armée. Quel rapport? Vous croyez en Dieu, vous n'y croyez pas, ça n'a aucun... Tout le monde s'arrête au feu rouge, qu'on soit religieux ou pas, tout le monde fait l'armée, qu'on soit religieux ou pas. C'est une position laïque qui est oublieuse de l'énigme et de la singularité du peuple d'Israël avec son alliance avec Dieu. Et donc vous avez la rencontre historique entre deux mouvements. Et nous vivons aujourd'hui le choc, et nous n'avons pas fini de le vivre, entre un mouvement séculaire, spirituel, identitaire du peuple d'Israël, dont la principale préoccupation est sa relation au divin et à la vérité. Et vous avez un mouvement historique qui est l'édification de l'État d'Israël laïque, ou pas laïque, en tous les cas, la démocratie parlementaire, dont le schéma et les structures ne peuvent pas s'adapter tellement avec cette tradition. Et l'intelligence juive, en tous les cas en Israël, va être d'être capable de vivre en harmonie avec ces deux dimensions du peuple d'Israël dans la contemporanéité, dans la modernité. Avant le 7 octobre, c'était plus ou moins accepté. Le peuple juif, les religieux étudiaient, priaient, faisaient leur mitzvot. Les laïcs s'éclataient à Tel Aviv, faisaient l'armée. Chacun faisait ce qu'il voulait et tout le monde était content. Et effectivement, le 7 octobre a radicalisé et a posé un problème effectivement de manque de soldats dans l'armée israélienne, et d'où maintenant la coïncidence du problème. Mais il va falloir être intelligent. Ça veut dire si on n'est pas capable... Et il va falloir, parce que notre temps, le temps qui nous est imparti est terminé, il va falloir aussi tenir compte du fait que la démographie galopante dans le monde orthodoxe, eh bien, elle est là, le monde... Tant mieux, c'est parce que oui, bien sûr, mais que... Une majorité juive en Israël, sinon... Mais bien sûr, non, d'abord, il y a une majorité juive en Israël, il y a une majorité depuis longtemps, mais il y a de plus en plus d'orthodoxes, et que il faudra bien à un moment que le monde orthodoxe comprenne qu'il doit prendre des responsabilités dans la vie de la cité et pas rester cloîtré Écoutez, allez dans les hôpitaux en Israël, et vous allez voir beaucoup plus de kippa noire que de kippa souga. Allez à j'étais à Shahet Sedek ou ailleurs. Il faut arrêter avec les mythes. Vous avez combien de personnes qui étudient la Torah? Vous avez 1 million de Haridim en Israël. Oui. Combien de personnes? 60 à 70 000. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils fument des cigarettes au bord de la mer? Non, ils sont à la société israélienne, voyons. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Excusez-moi de vous le dire. Ça veut dire que il y a à peu près 70 000 à 80 000 personnes qui étudient la Torah sur 1 million et demi de gens qui votent orthodoxes. Ils sont pas tous orthodoxes, mais en tous les... Ah.
Eh bien, on a... Qui sont affiliés à la spiritualité orthodoxe. Eh bien, donc, bien entendu que les gens sont déjà imprégnés dans la société israélienne. Bon, eh bien, on va en rester là, Raphaël Sadine. Mais en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir permis de discuter sur ce sujet extrêmement important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On est allé au bout de notre temps imparti. Merci et à bientôt, Raphaël Sadine. Je rappelle à bientôt, Daniel, et à tous les auditeurs. Merci encore une fois.